William and Kate, people are obviously incredibly curious about you. So let's start with the obvious. William, where did you propose? When, how, and Kate, what did you say? Tout a commencé par une simple notification qui a brisé le calme du soir britannique. Le palais de Buckingham publiait une déclaration urgente. En quelques minutes, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les salons, les téléphones et les salles de rédaction. Les présentateurs télé se sont interrompus au milieu de leurs phrases, les producteurs ont crié des ordres et toutes les grandes chaînes ont basculé sur les dernières nouvelles. Devant les grilles du palais, les journalistes se sont précipités en position sous un ciel froid, de novembre, leur souffle visible dans l'air londonien. Les armoiries royales sont apparues à l'écran, accompagnées du ton solennel que tous les Britanniques reconnaissaient mais détestaient. Pour une famille fondée sur la discrétion, une telle urgence était rare et pesait lourdement sur l'opinion publique. La déclaration officielle fut brève, quelques lignes mesurées à peine, mais le silence entre les mots était assourdissant. Son Altesse royale, le prince de Galles, est profondément attristé par les récents événements et souhaite que la famille respecte sa vie privée pendant cette période difficile. Aucune explication supplémentaire, aucun contexte, aucune assurance, juste une vague d'incertitude. En moins d'une heure, les réseaux sociaux ont explosé. Les fils Twitter se sont remplis de hashtags comme #RoyalCrisis et #PrayForTheKing, tandis que TikTok était inondé de vidéos spéculatives analysant chaque image de la dernière apparition publique de William. Il avait l'air épuisé, a remarqué un utilisateur. On sent bien que quelque chose ne va pas. Des médias de la BBC à CNN ont confirmé que le prince William avait brusquement libéré son agenda et annulé des rendez-vous à Norfolk et à Londres. Au palais de Kensington, les fenêtres brillaient jusque tard dans la nuit. Des sources ont indiqué au Guardian que le prince était en contact permanent avec ses principaux conseillers et des membres de sa famille, dont le Premier ministre. Un assistant a décrit l'atmosphère comme une panique contrôlée, le genre de panique qui ne surgit que lorsque l'histoire elle-même semble retenir son souffle. Pour le public, la question sans réponse était plus importante que la déclaration elle-même. Que s'était-il passé dans l'enceinte royale pour amener le futur roi de Grande-Bretagne à ce point de rupture ? Les correspondants royaux ont immédiatement émis des hypothèses. Certains ont pensé à un problème de santé affectant le roi Charles. D'autres ont évoqué une crise personnelle au sein de la famille. Ce manque de clarté est délibéré, a déclaré Nicholas Witchell, analyste royal chevronné de la BBC, lors d'une émission en direct. Si le palais garde le silence, c'est parce qu'il protège un enjeu majeur. Ce soir-là, le prince William fut photographié franchissant les portes de Windsor en voiture. L'image, sa mâchoire serrée, son regard droit devant les phares perçant la brume, devint le symbole du moment. Elle fit la une des journaux au lever du soleil sous des titres comme « Un prince souffrant », The Times et « Qu'est-ce que William a brisé », Daily Mail. En coulisses, les responsables du palais contrôlaient la situation. Ils informaient les journalistes que la famille était saine et sauve, mais profondément inquiète. Pourtant, la formulation n'a fait qu'exacerber le malaise. Dès le matin, les principaux médias internationaux se sont joints à la couverture médiatique. Reuters a qualifié l'événement de « nuit la plus tendue pour la monarchie depuis les funérailles de la reine ». Le Washington Post a posé la question sans détour, la Grande-Bretagne se prépare-t-elle à une nouvelle transition royale ? Partout en Grande-Bretagne, les cafés et les bureaux bruissaient de spéculations. À Windsor, malgré le froid glacial, la foule s'était massée aux portes du palais. Certains apportaient des fleurs, d'autres restaient simplement silencieux, les yeux rivés sur les fenêtres du palais. « Nous avons traversé bien des tempêtes en tant que famille royale », a déclaré une femme âgée interviewée sur Sky News, la voix tremblante. « Mais là, c'est différent. On dirait le début de quelque chose de nouveau. » Au petit matin, les correspondants ont commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Les membres les plus influents de la famille royale arrivaient un par un au château de Windsor. Des berlines noires allaient et venaient sans faire de bruit. Parmi eux se trouvaient de hauts conseillers de Clarence House, la résidence du roi Charles. La présence des deux équipes montre que ce n'est pas une routine, rapportait le Télégraphe. C'est une coordination, pas une coïncidence. Entre ces murs, le prince de Galles était assis dans le même bureau privé qu'utilisait autrefois sa grand-mère, la défunte reine Élisabeth II. La gravité du moment ne lui échappait pas. Pour la première fois de sa vie, il était confronté à la possibilité que la couronne, celle-là même à laquelle il s'attendait depuis son enfance, lui parvienne plus tôt que prévu. Des amis et des sources proches ont plus tard confié à The Independent que William s'était montré inhabituellement silencieux ces dernières semaines. « Il porte un lourd fardeau », a déclaré l'un d'eux. Pas un scandale, mais de la tristesse. Ses plus proches confidents ont remarqué le changement, la lassitude dans sa voix, le regard distant dans ses yeux lors des apparitions publiques. « Ce n'est pas de l'épuisement », a déclaré un correspondant royal sur ITV. « C'est de l'impatience. Il sait ce qu'il attend. »
Pendant ce temps, Catherine, princesse de Galles, a été aperçue quittant Windsor plus tôt dans la soirée avec leurs enfants. Son expression était calme, sa posture droite, mais son regard trahissait l'inquiétude. Des photos de sa main sur le volant, son alliance scintillant à la lumière, sont devenues virales, témoignant de l'histoire en cours. « Elle est le rock », a déclaré la biographe royale Penny du Nord dans l'émission Good Morning Britain. Quoi qu'il arrive, elle assure la stabilité de la famille. À l'aube sur Londres, le palais de Buckingham demeurait silencieux. Le drapeau flottait faiblement dans un ciel pâle. Les journalistes se pressaient sous leur parapluie, leurs micros mouillés par la pluie. À intervalles réguliers, quelqu'un murmurait à la caméra « Toujours pas de nouvelles ». À 9h, les journaux du matin de la capitale étaient déjà épuisés. L'affaire avait éclipsé la politique, le sport et même les reportages de guerre. Plus qu'une simple information, c'était de l'émotion brute et collective. La Grande-Bretagne, nation depuis longtemps, fière de son stoïcisme, retenait son souffle pour un homme. Et tandis que les premières cloches des églises sonnaient dans la grise matinée londonienne, une question résonnait de la salle de rédaction à la porte d'entrée des cafés aux cathédrales. Que serait-il arrivé au prince William, l'homme né pour diriger mais désormais pris entre le devoir et le chagrin ? Alors que le jour se levait sur Windsor, les rumeurs qui n'étaient au départ que de discrètes spéculations se sont transformées en véritable tempête. La brève déclaration du palais d'à peine un paragraphe a laissé un vide de vérité que les médias et le public se sont empressés de combler. De la BBC au Times, en passant par Sky News, tous les médias se sont empressés d'obtenir des réponses. Nous assistons à un moment sans précédent, a déclaré la commentatrice royale Jenny Bond lors d'une émission en direct. Il n'y a aucune raison ordinaire pour un tel niveau de secret. En milieu de matinée, les gros titres étaient impitoyables. Onde de choc royal qu'est-il arrivé au prince William ? Et crise à la maison de Windsor. Les médias internationaux ont emboîté le pas. Le Washington Post a qualifié la situation de silence gênant du palais, tandis que Le Monde en France a simplement décrit la situation comme une ombre sur la couronne. À l'intérieur du palais, le personnel manifestait le même malaise. Les téléphones sonnaient sans réponse. Les courtisans chuchotaient dans les couloirs, prenant soin de parler bas. Ce n'est pas un scandale, a déclaré un membre du personnel de longue date, cité anonymement par le Télégraphe. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche au cœur de la famille. Le prince William lui-même n'avait pas été vu depuis la veille au soir lorsque des caméras avaient filmé sa voiture franchissant discrètement les grilles de Windsor. Cette absence si rare pour un homme connu pour sa visibilité constante n'avait fait qu'accroître l'inquiétude du public. Le Daily Mail l'a décrite comme un silence éloquent. Des sources proches de la famille royale ont déclaré à ITV News que le prince avait libéré son agenda indéfiniment, reporté plusieurs rendez-vous et exigé une confidentialité totale. Même son service de sécurité habituel fonctionnerait selon des protocoles exceptionnels. Les spéculations atteignirent leur paroxysme. S'agissait-il de la santé du roi Charles, de sa succession ou de quelque chose de plus personnel? Lorsque les journalistes demandèrent des éclaircissements au palais de Kensington, la réponse fut d'une constance effrayante, sans commentaire. C'était, comme l'a dit un journaliste, l'équivalent royal d'un coup de tonnerre. Pendant ce temps, les réseaux sociaux étaient devenus la place publique officieuse du pays. Des hashtags comme #RoyalHealth, #Pray for the King et Where is William dominaient les tendances mondiales. Les théories du complot prospéraient, mais la compassion aussi. On peut lire la douleur dans ses yeux. Pouvait-on lire sous une photo de William lors d'un récent événement caritatif, l'air réservé et affichant un léger sourire. Derrière les portes closes, cette douleur était bien réelle. Des sources proches du palais ont confirmé plus tard au Guardian que le prince William avait reçu une nouvelle profondément personnelle quelques jours avant la publication de la déclaration. Ce n'était ni politique ni scandaleux, mais cela l'avait profondément bouleversé. C'est un homme qui essaie de protéger sa famille et son pays simultanément, a déclaré un haut courtisan. C'est un équilibre auquel aucun entraînement ne peut vous préparer. Dans les appartements privés de Windsor, la famille royale s'est réunie pour ce qui a été décrit comme une soirée difficile et chargée d'émotions. La reine Camilla avait été aperçue plus tôt dans la matinée à Clarence House, le visage tendu mais déterminé. Les médecins du roi étaient apparemment présents, bien que le palais ait refusé de confirmer si l'état de santé de Sa Majesté avait évolué. L'atmosphère entre ces murs, écrivait le Times, était à l'angoisse silencieuse. Même ceux qui couvraient les événements royaux depuis des décennies ont ressenti quelque chose de spécial. « Ce n'est pas un théâtre de palais », a déclaré Nicholas Witchell de la BBC d'un ton inhabituellement sérieux. On a l'impression que l'histoire se déroule en temps réel. Le malaise était palpable dans tout Londres. Les responsables de Westminster furent informés dans le plus grand secret.
Downing Street publia une déclaration de soutien soigneusement formulée affirmant que les pensées du gouvernement accompagnaient la famille royale en cette période difficile. Ce geste était modeste, mais son ton, respectueux, mesuré et légèrement menaçant, ne passa pas inaperçu. Le soir venu, la pression des spéculations s'était transformée en une peur plus pesante. La peur que la monarchie britannique, encore en phase d'adaptation à l'ère post-élisabéthaine, soit sur le point de connaître un nouveau séisme. La dernière fois qu'un tel silence s'était abattu sur le pays, c'était la nuit du décès de la reine Élisabeth II. « Nous reconnaissons ce silence maintenant », a déclaré un présentateur. C'est le calme avant que l'histoire ne se déroule. Le prince William, toujours connu pour son sang-froid, aurait eu du mal à contenir ses émotions. Un assistant a raconté à The Independent qu'il avait passé des heures seul dans son bureau, entouré de photos de famille, sa défunte mère Diana, souriant sur l'une, sa grand-mère sur l'autre, et des photos de sa femme et de ses enfants éparpillées sur son bureau. Il les a regardées longuement, a dit l'assistant d'une voix douce. Puis il s'est levé, a lissé sa veste et a dit « Je dois être fort maintenant ». Au même moment, le service de presse du palais rédigea un second communiqué qui ne fut jamais publié. Il contiendrait des termes comme « transition, état et stabilité tunambier », suggérant que des préparatifs étaient en cours pour l'inimaginable. Mais avant que le communiqué ne soit approuvé de hauts conseillers, conseillères, la prudence. Une fois qu'on a prononcé de tels mots, déclara un ancien attaché de presse, on ne peut plus revenir en arrière. Dehors, les lumières du palais de Buckingham brillaient jusque tard dans la nuit. Une foule s'était à nouveau rassemblée, nombre d'entre eux portant des bougies et des fleurs. Une petite fille appuyait un dessin contre les grilles du palais, une esquisse de couronne et les mots « Nous t'aimons, William ». De l'autre côté de l'Atlantique, les présentateurs du journal télévisé parlaient à voix basse. Anderson Cooper de CNN a décrit cet événement comme le moment royal le plus émouvant depuis les funérailles de la reine, tandis qu'Al Jazeera a souligné que le stoïcisme de la Grande-Bretagne est une fois de plus mis à l'épreuve. Mais le commentaire le plus poignant est peut-être celui de l'éditorial du Guardian du lendemain matin. Le prince William n'est pas seulement le futur roi d'Angleterre. C'est un fils qui voit l'ombre de son père s'étendre sans cesse sur les murs du palais, un homme qui apprend que devoir et chagrin sont souvent synonymes. Vers minuit, les caméras ont aperçu un mouvement derrière les rideaux du palais, une simple lumière s'éteignant. C'était le genre de détail qui n'aurait rien signifié dans un autre contexte. Mais ce soir, il signifiait tout. La nation retint à nouveau son souffle. L'aube suivante apporterait des réponses ou un jugement. Au troisième jour, le silence était devenu insupportable. Chaque heure sans nouvelles du palais semblait s'éterniser et l'air autour de Windsor était chargé d'une tension que même le vent de novembre ne parvenait pas à dissiper. Les journalistes postés devant les grilles décrivaient de la scène comme étrangement calme comme l'œil d'un cyclone. La foule se rassemblait en silence serrant des fleurs, des téléphones et des cartes de prière. La Grande-Bretagne, habituée au mystère de la monarchie, était désormais unie dans une anticipation anxieuse. Puis juste avant l'aube, le premier véritable indice apparut. Le bureau de presse du roi confirma que le roi Charles avait temporairement suspendu tous les rassemblements publics sur avis médical. Cette déclaration quittant les généralités déclencha une vague d'émotion à travers le pays. BBC News annonça la nouvelle en premier, suivi quelques minutes plus tard par Reuters, The Guardian et Sky News. Ce n'était ni une abdication ni un décès, mais c'était quelque chose de presque aussi grave, la première fissure visible dans le chapitre actuel de la couronne. Au château de Windsor, l'ambiance est passée de la peur à une sombre acceptation. Selon des sources proches du palais citées par le Times, la santé du roi était étroitement surveillée depuis des semaines. Il avait insisté pour poursuivre ses fonctions malgré les avertissements médicaux, déterminé à prouver sa force en cette époque de doute. Il n'a jamais voulu paraître vulnérable, a déclaré un assistant. Mais même les rois sont mortels. Le prince William cependant savait depuis longtemps que ce moment allait arriver. Un briefing confidentiel des médecins donné quelques semaines plus tôt l'avait déjà contraint à se préparer à l'impensable, le lent transfert des responsabilités royales de père en fils. Mais savoir et accepter sont deux choses différentes. Comme l'a confié une source au Télégraphe, le deuil de William ne se limite pas à la maladie. Il s'agit de réaliser que l'homme qui l'a élevé pour diriger ne sera plus à ses côtés lorsqu'il le quittera. En milieu de matinée, tous les grands diffuseurs du monde étaient en direct devant le palais de Buckingham. L'expression « transition royale » dominait la presse internationale. CNN la décrivit comme une relève de la garde au ralenti. Al Jazeera la compara à une monarchie confrontée à sa mort. Pourtant, au milieu de tous ces commentaires, un détail s'imposait, le prince William n'avait toujours pas pris la parole publiquement. Ce silence était délibéré. Des sources proches du palais ont révélé que le prince avait passé la nuit dans les appartements privés de son père à Clarence House.
Il serait resté assis avec lui pendant des heures, partageant souvenirs, rires et moments de silence gêné. Ses assistants ont décrit la scène comme profondément humaine. Non pas une rencontre entre un roi et son héritier, mais entre un père et son fils. Selon un courtisan de haut rang, le roi l'avait regardé et lui avait dit doucement « À ton tour maintenant ». Ces mots, bien que non encore officiels, marquent le véritable début de la transition. Vers midi, le palais a publié une deuxième déclaration, courte mais percutante. Sa Majesté a exprimé sa pleine confiance au prince de Galles qui prendra en charge les affaires royales pendant le rétablissement de Sa Majesté. Avec ces quelques lignes, le poids de la couronne a basculé. L'image d'un jeune homme marchant derrière le cercueil de sa mère en 1997 a été remplacée dans la mémoire collective par celle de ce même homme, aujourd'hui au seuil de la royauté. L'histoire, a déclaré Nicholas Witchell de la BBC, a trouvé sa symétrie. À l'extérieur de Windsor, la foule a spontanément applaudi à la lecture de la déclaration. Ce n'était pas une célébration mais un acte de solidarité. Les gens pleuraient ouvertement. Certains se sont agenouillés pour prier. Un homme âgé a confié au Guardian « J'ai vécu 3 monarques. On ne s'habitue jamais à la perte de l'un d'eux, mais on trouve toujours de l'espoir dans le suivant. » Pourtant, derrière les murs du palais, l'espoir et la tristesse coexistaient difficilement. L'équipe de Williams rapporta qu'il avait passé une grande partie de la soirée à arpenter les couloirs, à examiner des documents relatifs au protocole constitutionnel et à s'entretenir avec le Premier ministre. Il était inébranlable et déterminé, déclara un assistant, mais on pouvait lire la tristesse dans ses yeux. Ce n'était pas l'expression d'une ambition, mais celle d'un devoir. Catherine, toujours calme, restait proche de lui. Elle veillait à ce que la routine de leurs enfants ne soit pas perturbée. École le matin, dîner à l'heure habituelle. Et les protéger de la tempête médiatique grandissante. Elle est son pilier, a déclaré la biographe royale Penny Junor lors d'une interview sur ITV. Alors que le monde le voit comme l'avenir, elle veille à ce qu'il survive au présent. À la tombée de la nuit, la chapelle privée du palais s'illumina d'une douce lumière de bougies. De hauts dignitaires du clergé arrivèrent discrètement et dirigèrent une prière pour le rétablissement du roi. Quelques courtisans se joignirent à eux tête baissée. En dessous d'eux, le prince William se tenait immobile, les mains jointes, le visage illuminé par la lueur vacillante. Des témoins décrivirent ce moment comme profondément émouvant, l'héritier n'étant pas encore roi mais portant pourtant le fardeau de l'être. Pendant ce temps, les commentateurs du monde entier analysaient les implications de ce changement. Ce n'est pas seulement une affaire de famille, écrivait le New York Times. C'est un transfert générationnel de stabilité au sein de l'une des dernières grandes monarchies du monde. The Economist offrait une perspective plus pointue. La maison de Windsor est désormais sur la corde raide entre tradition et survie. Pour des millions de Britanniques, l'histoire transcendait la politique. Il ne s'agissait pas de titres ou de cérémonies, mais d'humanité. La vue du prince William sortant de Windsor, tôt le lendemain matin, pâle mais déterminé à toucher une corde sensible. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli du jour au lendemain sous l'emprise de la responsabilité, a observé Caroline Davis du Guardian. On le voyait dans ses épaules l'instant où un fils devenait un souverain en devenir. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon de réunions, de points de presse et de condoléances de la part des dirigeants mondiaux. Des messages sont venus de Washington, Paris, Berlin et Canberra. Le président Trump a publié un message sur Truth Social qualifiant le roi Charles de homme fort et déterminé et exprimant sa confiance dans le leadership inébranlable du prince William pour la prochaine génération. Et tandis que le monde observait Buckingham Palace, chacun réalisa que la monarchie était en train de changer sous nos yeux. Non pas par le scandale ou les troubles, mais par la lente et douloureuse transmission de l'amour et de l'héritage. Ce soir-là, William aurait dit à un proche conseiller dans son bureau « Je me suis entraîné toute ma vie pour cela, mais je n'ai jamais voulu que ce soit ainsi. » Ceux qui l'entendirent ne répondirent rien. Il n'y avait plus rien à dire. Le tournant était arrivé, non pas avec des trompettes ou des cérémonies, mais avec une tristesse silencieuse. Le 5e jour, l'inéluctabilité du changement planait lourdement dans l'air londonien. L'expression « agir souverainement » commença à apparaître timidement dans les médias britanniques, d'abord murmurée par les commentateurs de BBC Breakfast, puis reprise par le Times et Sky News. Il n'y eut pas de proclamation officielle, mais chacun le pressentait, le moment auquel la Grande-Bretagne se préparait depuis longtemps approchait. À 9h précises ce matin-là, le palais de Buckingham confirmait ce que des millions de personnes craignaient et attendaient. Pourtant, Sa Majesté le Roi s'est temporairement retiré de ses fonctions publiques en raison d'un grave problème de santé. Son Altesse royale, le prince de Galles, supervisera les affaires royales avec l'entière confiance de Sa Majesté.
L'annonce fut brève, formelle et terriblement définitive. Le ton n'était pas à la panique, mais à la transition, comme si la couronne elle-même avait simplement transmis son poids d'une génération à l'autre. En quelques minutes, la presse internationale s'empara de l'expression « pleine confiance ». Le titre de CNN titrait « Guillaume s'avance tandis que le roi se retire », tandis que The Guardian décrivait cette journée comme une journée de succession silencieuse. Au château de Windsor, le changement fut à la fois logistique et émotionnel. Les courtisans qui avaient servi le roi pendant des années devaient désormais obéir à son fils. La structure de communication du palais changea du jour au lendemain. Les conseillers de haut rang commencèrent à appeler Guillaume le souverain par intérim, un titre à la fois symbolique et chargé de sens. Il ne voulait pas de cérémonie, confia une source au Télégraphe. Il voulait de la clarté. Il voulait se concentrer sur son travail. En coulisses, cependant, l'émotion était intense. Ce matin-là, le prince William passa plusieurs heures à Clarence House au chevet de son père. Des témoins décrivirent la scène comme douloureusement intime, l'avenir et le passé, côte à côte, dans une conversation à voix basse. Peu de mots furent échangés, mais un moment restera gravé dans sa mémoire, la main fragile du roi posée sur celle de son fils, un geste qui ne nécessitait aucune explication. C'était plus qu'un adieu, dira plus tard un haut conseiller. C'était une lueur d'espoir. À 10h30, les portes du palais s'ouvrirent. Un convoi de véhicules noirs traversa la cour et disparut sur The Mall en direction de Westminster. Dans l'un d'eux se trouvait le prince William, le visage pâle et l'expression indéchiffrable. Des caméras captèrent l'image, son reflet se reflétant faiblement dans la vitre, et à midi, il était partout. La couronne a trouvé son porteur, écrivait le Times. Partout, en Grande-Bretagne, la réaction du public fut vive et respectueuse. Les églises ouvrirent leurs portes pour la prière. Les drapeaux furent de nouveau mis en berne. La télévision passa en noir et blanc et les présentateurs parlèrent à voix basse. Dans les pubs et les cafés, les gens suspendirent leurs activités pour regarder la brève apparition de William au palais de Buckingham plus tard dans l'après-midi. Il sortit de la voiture vêtu d'un costume bleu foncé, l'air solennel. Les caméras se turent à son approche de la scène. Son regard se posa brièvement sur la foule, des milliers de visages larmoyants et silencieux. Puis il prit la parole. « Mon père a consacré toute sa vie au service des autres », commença-t-il d'une voix calme mais douce. « Aujourd'hui, je vous demande de prier pour que nous poursuivions ce service en son nom. Il a été mon plus grand mentor, ma référence morale et mon ami. Je ferai honneur à son héritage en suivant son exemple. » Le discours a duré moins de 2 minutes. Pourtant, en si peu de temps, on a eu l'impression qu'une page de l'histoire s'était tournée. Les commentateurs l'ont comparé au premier discours de la reine pendant la guerre calme, posée et digne. Ce n'était pas grandiose, a déclaré Mary Nightingale, présentatrice d'ITV News. C'était humain et c'est exactement ce dont la Grande-Bretagne avait besoin. Le Premier ministre Rishi Sunak a rencontré William peu après à Downing Street. Leur conversation, bien que privée, aurait porté sur la continuité constitutionnelle et la stabilité nationale. Il s'exprimait comme un homme d'État, a déclaré un haut responsable gouvernemental à BBC News. On voyait bien qu'il avait franchi ce seuil invisible. Il n'était plus seulement l'héritier, il était le futur monarque. À l'échelle internationale, les dirigeants mondiaux ont exprimé leur solidarité. Le président Trump a qualifié cet événement de « moment de courage et de confiance pour la Grande-Bretagne ». Le président français Emmanuel Macron a tweeté en anglais « Le lien entre les générations définit une nation. Le prince mérite notre respect ». Même le Kremlin a publié un court message exprimant ses vœux de force et de stabilité. Ce fut l'un de ces rares moments où la politique s'est inclinée devant les émotions humaines. Pendant ce temps, Catherine, toujours le cœur tranquille de la famille royale, continuait de maintenir l'ordre. Tandis que William affrontait les caméras et les hommes d'État, elle restait à la maison avec leurs enfants, protégeant leur univers de la tempête. Les journalistes l'ont vu quitter Windsor plus tard dans la soirée vêtue de noir mais avec un calme serein. « Elle est le pilier émotionnel de la monarchie », a déclaré le chroniqueur lifestyle du Guardian. William représente la continuité, mais elle incarne aussi la compassion. Alors que l'obscurité tombait sur Londres, des veillées aux chandelles spontanées ont commencé dans les résidences royales du Royaume-Uni, Windsor, Sandringham, Balmoral. Des milliers de personnes se sont rassemblées en silence, brandissant de petites pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous soutenons William ».
Au palais de Buckingham, les lumières sont restées allumées bien après minuit. Conseillers et fonctionnaires se déplaçaient comme des fantômes d'une pièce à l'autre, finalisant les plans d'urgence, étudiant les documents constitutionnels et coordonnant les communications avec les gouvernements du Commonwealth. William, désormais chef de facto de la famille royale, a insisté pour lire personnellement chaque message. Il agit instinctivement, a déclaré un haut conseiller. Il ne cherche pas à remplacer son père, il cherche à protéger son héritage. Plus tard dans la soirée, il se serait promené seul dans les jardins privés du palais. Une pluie fine s'est mise à tomber en buant les lampes et assombrissant l'allée de gravier sous ses pieds. Il s'est arrêté un instant près de la statue de sa grand-mère, la reine Élisabeth II, et a contemplé son regard de bronze. « Elle m'a appris que le leadership est synonyme de service », murmura-t-il des mots relayés plus tard par un confident. Et le service commence dans le silence. Le lendemain matin, les premières pages des journaux présentaient une seule image commune. La tête penchée du prince William encadrée par les portes du palais sous le titre « Le poids de la couronne ». Ce n'était pas un jour de couronnement. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond le jour où le monde réalisa que le futur roi de Grande-Bretagne avait déjà commencé à régner. Au milieu de l'incertitude qui régnait dans le pays, une figure émergea comme le pilier silencieux qui maintenait la famille royale unie Catherine, princesse de Galles. Tandis que les journées du prince William étaient rythmées par des réunions d'information constitutionnelles, des réunions de crise et des discours publics, l'univers de Catherine s'articulait autour d'une mission plus simple mais non moins vitale, protéger sa famille et préserver son humanité au cœur de la tempête. Pendant des années, les médias l'ont décrite comme « la paix de la couronne ». Mais cette description a désormais pris un sens nouveau. Elle est le ciment, a confié une source proche du palais au Télégraphe. Quand William a vacillé, elle l'a remis sur pied. Quand les enfants ont posé des questions, elle leur a donné des réponses teintées d'espoir. Le lendemain du retrait officiel du roi Charles, Catherine fut aperçue en voiture à Windsor, les 3 enfants du couple à l'arrière. Son expression était posée mais lasse. Les photographes ont immortalisé sa main sur le volant, son alliance reflétant la lumière. Une petite image devenue le symbole d'un monde plus vaste. Cette image racontait l'histoire de la monarchie, écrivait The Guardian. Pas de couronne ni de château, mais de la famille. Tandis que le monde entier se concentrait sur la transition royale, Catherine était occupée à ce qu'aucun protocole royal ne pouvait la préparer, expliquer l'histoire à ses enfants en temps réel. Le prince George, alors âgé de 12 ans, aurait demandé à son grand-père s'il serait encore roi quand il serait meilleur. La princesse leur aurait rappelé avec la grâce qui la caractérisait « Quoi qu'il arrive, nous perpétuerons son amour ». Mais son sang-froid avait un prix. À huis clos, le personnel a décrit une femme jonglant entre les exigences incessantes de la vie publique et son deuil personnel. Elle dort très peu, a déclaré un membre du personnel au Times. Elle contacte l'équipe médicale, rassure les enfants, puis veille tard pour écrire des mots à William. C'est sa façon de garder le contrôle, en s'occupant d'elle. Le palais reconnut rapidement sa force inestimable. Le roi étant confiné et le prince occupé, Catherine assuma discrètement mais sûrement de nouvelles responsabilités. Elle visita des œuvres caritatives au nom de la famille, s'entretint avec des soignants et s'adressa à des enfants hospitalisés à Londres pour leur expliquer comment trouver du courage dans les moments difficiles. Ces paroles, bien que simples, trouvèrent un profond écho. Une infirmière dira plus tard « Elle ne parlait pas comme une reine ce jour-là, mais comme une mère qui la comprenait. » La sympathie du public pour la princesse a grandi du jour au lendemain. Les réseaux sociaux ont été inondés de hashtags comme #ShesStayStrongKate et #OurPrincess. BBC News l'a qualifiée de cœur de la pérennité de la monarchie. Les reportages internationaux ont reflété ce sentiment. Le Figaro l'a décrite comme l'âme du renouveau de Windsor, tandis que le Washington Post a souligné que sa réticence n'est pas le silence, c'est le leadership à l'état pur. Malgré sa présence constante en public, les moments privés de Catherine restaient d'une humanité déchirante. Un soir, selon des sources citées par ITV, elle aurait été aperçue seule dans la chapelle du palais après une prière familiale. Des témoins ont rapporté qu'elle avait allumé une simple bougie avant de partir, un geste silencieux pour le rétablissement de son beau-père et peut-être aussi pour la paix intérieure. Au même moment, l'attention du monde entier s'intensifiait. Les chroniqueurs People analysaient ses expressions faciales et ses tenues à la recherche de signes de tension émotionnelle. Mais même sous cette pression, elle restait imperturbable. « Catherine a accompli l'impossible », a déclaré la correspondante royale Roya Nika. Elle porte en elle des siècles d'attente et pourtant elle paraît naturellement normale. Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline.
Son influence s'est étendue bien au-delà de la famille et de la mode. Au palais de Buckingham, des hauts fonctionnaires ont révélé que Catherine était devenue l'une des conseillères les plus proches de William en matière de communication publique. C'est elle, paraît-il, qui aurait eu l'idée d'inclure la phrase « Mon père m'a appris que le leadership commence par le service » dans le premier grand discours de William, une phrase qui a immédiatement fait le buzz et a adouci l'image mondiale de la transition de la monarchie. Elle comprend l'opinion publique mieux que quiconque, a déclaré un ancien secrétaire à la communication. Son instinct est quasi irréprochable. Là où d'autres voient de la formalité, elle perçoit l'émotion et elle sait comment concilier les deux. Mais même dans ces moments de force apparente, elle ressentait un épuisement visible. Lors d'un petit rassemblement à Oxford, des spectateurs ont remarqué sa voix tremblante lorsqu'elle a remercié le personnel hospitalier pour son soutien. Elle a ensuite confié à un participant « Ces semaines ont été difficiles pour nous tous, mais la gentillesse des gens nous donne du courage ». La vidéo largement partagée par BBC Breakfast a capturé l'humanité brute derrière la couronne, la vulnérabilité qui la rendait si aimée. Au milieu de toute cette agitation, son mariage avec William est devenu le centre d'attention émotionnelle de la monarchie. Des photos prises à Windsor montraient le couple marchant côte à côte dans les jardins du palais après le coucher du soleil, les mains serrées. Une source proche a décrit la scène comme celle de deux personnes portant ensemble l'histoire. Ils parlent à peine en marchant, a ajouté la source. Ils n'en ont pas besoin. Le silence entre eux est synonyme de compréhension. Aux yeux du public, la grâce de Catherine devint un symbole de la persévérance de la monarchie. Elle ne se contente pas de soutenir Guillaume, écrivait le Times. Elle soutient la Grande-Bretagne. Mais l'image la plus marquante est peut-être celle du 6e jour, lorsqu'elle rejoignit William pour une brève apparition devant le château de Windsor. Ensemble, ils saluèrent les personnes en deuil et les remercièrent de leurs prières. Un petit enfant lui tendit un bouquet de marguerites. « Êtes-vous triste ?» demanda la jeune fille. Catherine s'agenouilla, sourit faiblement et dit « Un peu, mais la tristesse nous rappelle combien il y avait d'amour. » Cette seule phrase a fait la une des journaux pendant des jours. Le Daily Telegraph l'a qualifiée de « citation du siècle ». Les commentateurs s'accordaient à dire qu'elle avait su saisir l'essence même de la monarchie et de la maternité en moins de 10 mots. À la tombée de la nuit, les caméras l'ont immortalisée, levant les yeux tandis que les cloches de l'église sonnaient au loin. Le vent lui ébouriffait les cheveux comme il avait immortalisé ceux de la princesse Diana des décennies plus tôt. C'était un moment de symétrie générationnelle, deux femmes séparées par le temps, unies par la grâce. Ce soir-là, au palais, William se serait tourné vers l'un de ses assistants et aurait dit « Sans elle, je ne pourrais pas faire tout cela ». Les gros titres du lendemain matin le disaient « Le mieux, la couronne trouve sa force en Catherine ». La 9e aube se leva doucement sur Windsor, mais elle portait le poids des siècles. Le son des cloches de l'église résonna dans la brume matinale, lent et posé. Le même rythme qui avait marqué à la fois les joies et les tragédies de l'histoire royale. À cette heure précise, le palais de Buckingham publia la déclaration que personne ne voulait lire, mais que tout le monde attendait. C'est avec une profonde tristesse que son Altesse royale, le prince de Galles, annonce le décès de Sa Majesté le roi Charles III. Pendant un bref instant, le monde s'immobilisa. Les présentateurs de télévision hésitaient au milieu de leurs phrases, les salles de rédaction se turent, et des millions de Britanniques se serrèrent instinctivement les mains. Ce n'était pas un choc, mais un chagrin déchirant. Le roi qui avait attendu toute sa vie pour servir avait accompli son devoir jusqu'au bout, et le fils qu'il avait préparé entrait désormais dans l'histoire. En quelques minutes, toutes les grandes chaînes du monde ont suspendu leur programme. BBC News a opté pour le noir et le ton feutré. CNN, Al Jazeera et Reuters ont toutes publié le même titre « La couronne est tombée, vive le roi ». La foule a commencé à se rassembler devant le palais de Buckingham et le château de Windsor, les visages illuminés par la lumière grise du matin. Certains portaient des fleurs, d'autres gardaient le silence. À Windsor, le prince William se tenait à une fenêtre donnant sur les jardins du palais, son reflet se détachant faiblement sur la brume matinale. Un instant plus tard, Catherine le rejoignit et posa doucement une main sur son épaule. « Il est temps », murmura-t-elle. Ces deux mots marquaient la fin d'une histoire, et le début d'une autre. Dans les heures qui suivirent, le palais se mit en branle dans la chorégraphie solennelle de la tradition. Le conseil privé se réunit à Westminster et l'opération Menai Bridge, le plan minutieusement détaillé pour la mort du roi, fut mise en œuvre. Les cloches sonnèrent dans tout le pays. Les drapeaux furent mis en berne. La BBC diffusa des images d'archives des premiers discours du roi Charles, son dévouement au service du peuple, son engagement pour l'environnement, sa dignité inébranlable dans une période troublée. Et puis l'histoire a tourné son regard vers William. Vers midi, le conseil d'accession se réunit dans les appartements d'État du palais Saint-James. L'atmosphère était emplie de recueillement.
Dignitaires de la cour ministre et clergés remplissaient la salle, leur visage solennel, tandis que des siècles de tradition se déroulaient devant eux. Guillaume entra discrètement, sa présence imposant non pas par sa grandeur, mais par son sang-froid. Il portait un costume noir, pas encore couronné, seulement le poids de l'héritage sur ses épaules. D'une voix ferme, il prononça le serment qui allait marquer l'histoire. « Moi, William, je promets et jure solennellement de gouverner le peuple du Royaume-Uni avec justice, compassion et foi. C'est dans le service que je trouve ma force. » Ces derniers mots, non pas écrits, mais prononcés avec le cœur, ont été plus tard décrits par le Times comme la phrase déterminante d'une monarchie moderne. Dehors, la proclamation fut lue à voix haute depuis le balcon et une clameur vibrante parcourut la foule. Certains pleuraient ouvertement, d'autres baissaient simplement la tête. L'orchestre joua « God Save the King » et pour la première fois les mots « King William V » emplirent l'air londonien. Le monde entier a observé avec fascination. Les dirigeants de tous les pays lui ont rendu hommage. Le président Donald Trump a qualifié cet événement de « moment de tristesse, de grâce et d'unité pour la plus ancienne démocratie du monde ». Le président français Macron a salué William comme l'incarnation de la monarchie moderne, noble et pourtant proche. Même le Parlement européen a observé une minute de silence saluant cette transition pacifique comme un symbole de stabilité durable. Ce soir-là, le nouveau roi s'adressa à la nation depuis le palais de Buckingham. La caméra balaya le salon bleu familier désormais drapé de noir et argent, symbole de deuil. Sa voix déterminée mais émue résonna dans tous les foyers britanniques. Mon père a consacré sa vie au service de son pays, de sa famille et du monde. Il m'a appris que le leadership n'est pas une question de pouvoir mais de compassion. En assumant ce devoir sacré, je le fais non pas en tant que dirigeant mais en tant que serviteur de vous tous. Il marqua une pause et baissa les yeux. Je vous demande votre confiance et votre patience tandis que nous avançons ensemble, non pas dans la tristesse, mais dans la gratitude. L'héritage de mon père perdure non pas dans les monuments, mais dans nos cœurs. Le discours a duré un peu moins de 5 minutes, mais cela a suffi. Les téléspectateurs de tout le pays l'ont décrit comme le moment où tout a basculé. Sur ce ton calme et mesuré, le roi Guillaume V a redéfini la monarchie pour une ère nouvelle. Les réseaux sociaux ont déferlé sur lui de messages respectueux, beaucoup le surnommant « le roi du peuple », un titre autrefois réservé à sa mère Diana. Catherine, désormais reine consort, était-elle assise à ses côtés pendant la diffusion, la main posée sur la sienne. Son calme, maîtrisé, serein, profondément humain, donnait à l'instant toute sa force émotionnelle. Il semblait partenaire et non symbole, écrivait The Guardian. C'était la monarchie telle qu'elle se doit, humble, unie et sincère. Partout dans le monde, des monuments s'illuminaient d'un bleu royal, la Tour Eiffel, l'Opéra de Sydney, l'Empire State Building. À Westminster et à Édimbourg, des chœurs entonnaient des chants commémoratifs, leurs voix se mêlant à la douce pluie qui commençait à tomber sur le Royaume-Uni. Ce soir-là, alors que les portes du palais brillaient à la lueur des bougies, le nouveau roi et la nouvelle reine se tenaient ensemble à la fenêtre. En contrebas, des milliers de personnes en deuil tenaient en des bougies, un fleuve de lumière s'étendant dans l'obscurité londonienne. « C'est magnifique !» murmura Catherine. « Oui !» répondit doucement William. Il aurait adoré ça. Pour la première fois depuis des jours, il sourit non pas comme un fils en deuil, mais comme un homme prenant son destin en main. La transition était achevée. Le fils était devenu souverain. Et alors que l'aube se levait à nouveau, le Times résumait les sentiments de la nation. Dans la période entre la perte et l'héritage, la Grande-Bretagne a trouvé son avenir. L'ère du roi Charles s'était achevée avec grâce. Le règne du roi Guillaume avait commencé empreint d'espoir, d'humilité et de promesses de renouveau.